très heureux d'être avec vous ce soir pour parler effectivement de Robespierre et pour essayer de présenter ce personnage dans toutes ses facettes, puisque, vous le savez, ce n'est pas nouveau, et c'est encore vrai aujourd'hui. Le personnage suscite beaucoup de débats, il est encore très présent et il est encore très actuel finalement. Et ce n'est pas quelque chose de neuf, puisqu'au XIXe siècle, dans les débats sur l'instauration possible de la République, le personnage de Robespierre revenait souvent. Au XXe siècle, il était également très présent, notamment dans les attentes politiques et les références politiques de certains militants. Et il reste encore un homme très présent aujourd'hui dans le discours politique, avec des personnes qui s'y réfèrent et avec des personnes qui le rejettent véritablement dans une sorte d'enfer de la mémoire. Il y a à la fois une légende noire et une légende dorée du personnage. Et cette multiplicité de facettes du personnage, on l'aperçoit déjà au XIXe siècle. Et je commencerai par lire un passage de Paul Valéry qui raconte une histoire qu'il tient de Degas, d'Edgar Degas, le peintre, qui, lorsqu'il avait une dizaine d'années, dans les années 1840, a vécu une scène qui l'a profondément marqué. Il a rencontré à ce moment-là, avec sa mère, la fille Lebas, enfin la fille Duplay, qui avait épousé le conventionnel Lebas, qui était à ce moment-là une vieille dame au début des années 1840, et qui gardait un souvenir très vif de ce qu'avait été la Révolution, et de ce qu'avait été son mari, et l'ami de son mari, Robespierre. Et Paul Valéry raconte de cette manière-ci cette rencontre. Il écrit « Degas me dit qu'étant tout enfant, sa mère un jour le conduisit rue de Tournon faire visite à Madame Lebas, veuve du fameux conventionnel qui, le 9 Thermidor, se tua d'un coup de pistolet. La visite achevée, il se retirait à petits pas, accompagné jusqu'à la porte par la vieille dame, quand Madame Degas, tout à coup, s'arrêta vivement émue. Lâchant la main de son fils, elle désigna les portraits de Robespierre, de Couthon, de Saint-Just, qu'elle venait de reconnaître sur les murs de l'antichambre. Et elle ne put se retenir de s'écrier avec horreur. « Quoi? Vous gardez encore ici les visages de ces monstres ?»« Tais-toi, Célestine, s'écria ardemment Madame Lebas. Tais-toi, c'était des saints. » Et là, vous avez une première confrontation de deux images qui sont très fortes. Alors bien sûr, l'image qu'on en a aujourd'hui, c'est une image beaucoup plus laïcisée. Plus personne ne dira que Robespierre était un saint. Mais l'image du monstre, elle, est encore bien là. Et il y a déjà cette division du personnage entre deux légendes, une légende dorée. La légende dorée, c'est dire par exemple que Robespierre n'a défendu que les pauvres lorsqu'il était avocat. C'est dire qu'il a été hostile aux conquêtes territoriales de l'automne 1792. En fait, il a défendu des pauvres, c'est vrai, mais il a aussi défendu des prêtres, il a aussi défendu des nobles, comme tout avocat de l'époque, lorsqu'il était avocat. Il a accepté les réunions, comme on les appelait à l'époque, les réunions territoriales à la fin de l'année 1792, mais il y a une légende dorée qui refuse de reconnaître ces éléments-là. Et à l'opposé, il y a surtout une légende noire de Robespierre, qu'il présente comme un avocat raté, alors que c'était un avocat reconnu dans la société, qu'il présente comme un homme qui a été l'incarnation de la terreur, qui a été visiblement le seul, l'unique responsable des décisions politiques qui ont été prises en 1793-1794, alors que l'on sait que ces décisions politiques sont des décisions collectives, et que ce que nous appelons la terreur n'a pas été vécu en tant que tel par les hommes de l'époque, même s'il y a eu, bien évidemment, une exception politique, qu'il y a eu effectivement la guerre de Vendée, qu'il y a eu aussi une répression terrible de tous les ennemis de la Révolution. Mais il y a cette légende noire et il y a cette légende dorée qu'il faut dépasser, qu'on peut dépasser, parce que nous avons les sources pour le faire et parce qu'on est à une époque où faire de l'histoire peut se faire de manière beaucoup plus simple, peut-être qu'à la fin du XXe siècle, de manière beaucoup plus sereine, et on peut essayer de voir finalement qui était véritablement ce Robespierre, essayer de passer par-delà les légendes, et pour cela, je crois qu'il faut d'abord vérifier les faits. Vérifier les faits parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on écrit sur Robespierre et qui ne se sont jamais déroulées. Je prends un seul exemple. Beaucoup d'entre nous ont l'image qu'on voit notamment dans un très bon film qui est La Révolution française de Robert Henrico. Il commence ce film par une scène qui se passe au collège Louis le Grand à Paris. On voit le carrosse avec le roi et la reine s'arrêter devant le collège. On voit le jeune Robespierre prononcer quelques paroles de bienvenue au roi qui
de retour du sacre, nous dit-on, serait passé par Paris et aurait reçu ce compliment de la part du jeune Robespierre. Le problème, c'est que lorsqu'on va dans les archives, lorsqu'on cherche des renseignements sur cette rencontre entre le roi et Robespierre, on s'aperçoit, à force de fouiller, que le roi, au retour du sacre, n'est pas passé par Paris. Non, il a contourné Paris, il est passé par Saint-Denis, s'est arrêté à l'abbaye de Saint-Denis, il a contourné la capitale, et les textes de l'époque sont très clairs, ils disent que le roi n'a pas fait son entrée à Paris. Il va venir un peu plus tard, il va venir en 1779, 4 ans plus tard. Alors est-ce qu'en 1779, Robespierre a vu le roi? C'est possible. Robespierre a pu voir également le dauphin, qui est passé par Paris et qui s'est arrêté là aussi devant le collège Louis-le-Grand en 1773, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, en 1775, le roi ne s'est pas arrêté devant le collège Louis-le-Grand et la rencontre, la fameuse rencontre, n'a pas eu lieu. Donc il faut nécessairement vérifier les faits pour essayer de savoir ce qui s'est véritablement passé. Alors là, on est bien sûr dans l'anecdote, mais lorsqu'une anecdote est répétée biographie après biographie, lorsque certains biographes essaient d'en tirer des conclusions pour reprocher à Robespierre son manque de reconnaissance vis-à-vis de la monarchie, notamment, on dépasse la simple anecdote et on est dans l'interprétation. Donc il faut, sur chaque point, essayer de se référer aux faits. Il faut aussi, je crois, étudier l'ensemble de la vie du personnage, qui n'est pas une vie qui mène nécessairement à la terreur, aux années 93-94. Le personnage, c'est un personnage très complexe, qui obéit à des logiques différentes en fonction des époques. Lorsqu'il est avocat, c'est un avocat de la fin du siècle des Lumières. Lorsqu'il commence la Révolution en 1789-1790, c'est un homme qui veut faire la Révolution avec le roi, et non pas uniquement contre le roi. Il y a donc là des logiques successives du personnage qu'il faut essayer de mettre en évidence pour essayer de comprendre comment, finalement, l'homme de 1793-1794 s'est peu à peu construit, et comment cet homme a pu contribuer à mettre en place ce que l'on a appelé par la suite la terreur. Alors comment présenter le personnage? D'abord, c'est un avocat, profondément avocat, et il va le rester jusqu'au bout. Je veux dire par là, c'est un homme de droit. C'est un homme qui a une formation juridique, et une formation juridique de très grande qualité. Il a fait de brillantes études, il a été boursier au collège Louis-le-Grand à Paris. Il étudie ensuite le droit à l'université de la capitale pendant 3 ans, il obtient une licence très brillamment. Il prête un serment d'avocat à Paris, dans le palais de justice que vous voyez, qui a été refait au début des années 1780, où le jeune Robespierre est allé souvent écouter, plaider les grands avocats de l'époque, et aussi vivre dans ce palais de justice, qui à l'époque est un lieu de vie. Un palais de justice, à la fin de l'Ancien Régime, c'est un lieu où il y a des boutiques, on vend des livres, mais on vend aussi toutes sortes de choses, des vêtements, des rubans, tout ce que vous pouvez imaginer, de la mercerie. Et c'est donc un lieu de vie, c'est un lieu de vie où on va se promener, où on va écouter aussi dans les salles d'audience ce qui se passe. Et on sait que le jeune Robespierre a appris à plaider en écoutant plaider les grands avocats, et qu'il va ensuite revenir à Arras et introduire à Arras cette manière très parisienne de plaider qui va étonner certains de ses contemporains. Sa sœur, la sœur de Robespierre, Charlotte, écrit à un moment dans ses mémoires, qu'elle écrit à la fin des années 1820, au début des années 1830, que son frère, lorsqu'il était avocat à Arras, était jugé par certains, elle précise qu'ils étaient en petit nombre, comme étrange. C'est le mot qu'elle emploie, étrange. Étrange justement parce qu'il ne plaidait pas comme les autres, parce qu'il n'écrivait pas non plus comme les autres. Il plaidait, il écrivait comme un avocat parisien. Et c'est en tant qu'avocat, avec donc ce costume traditionnel des avocats du XVIIIe siècle, la robe ressemble encore un peu à la robe des avocats d'aujourd'hui, le bonnet carré avec le pompon a disparu, mais c'est à Arras qu'il va choisir de plaider, non pas parce qu'il n'a pas pu plaider à Paris, il a prêté serment à Paris, il prête serment à Arras, mais à l'époque, la Cour de justice d'Arras dépend en partie de la Cour du Parlement de Paris, et il est bon pour un avocat d'être capable de suivre les affaires jusqu'au Parlement de Paris si les affaires le nécessitent. Et il plaide donc, il prête donc le serment devant les deux juridictions, mais il va plaider et écrire essentiellement, et même uniquement, devant le Conseil d'Artois, devant la grande cour de justice de la province d'Artois, qui est alors à Arras. Et c'est un avocat qui est un avocat brillant. En 1783, il plaide une première affaire importante, qui va être même l'affaire la plus importante de sa vie.
C'est une affaire qui est encore connue aujourd'hui, qu'on appelle l'affaire du paratonnerre. Et vous avez ici les plaidoyers, les 2 plaidoyers qu'il a produits dans cette affaire, qui ont été imprimés par la suite et qui ont connu un petit succès, et un succès d'estime incontestable, puisque la presse de l'époque en a parlé assez largement. Alors c'est une affaire qui fait parler d'elle, parce que c'est une affaire qui devient célèbre. La cause est en effet une cause à la fois amusante et très importante pour les hommes de l'époque. Il s'agit d'un avocat de Saint-Omer, qui était un peu bricoleur, comme beaucoup d'hommes de lettres de l'époque, et qui avait conçu un paratonnerre qu'il avait accroché sur la cheminée de son domicile. Les voisins n'étaient pas très sûrs de ses compétences techniques et d'inventeur, et s'inquiétaient de ce paratonnerre qui allait attirer la foudre sur le quartier et peut-être mettre le feu à l'ensemble de la ville. Ils ont donc fait un procès à Vissery-Bois-Vallée. Ils ont gagné le procès devant la ville de Saint-Omer, et Vissery de Bois-Vallée a été obligé de décrocher son paratonnerre. Mais il a fait appel devant le Conseil d'Artois, et là, 2 avocats ont pris sa défense. Buissard, qui était un grand avocat de l'époque, également savant, il avait inventé un baromètre, lui, qui a donc pris en charge la défense écrite, et Robespierre, qui a pris en charge la défense orale. Et ils ont gagné leur procès devant le Conseil d'Artois, gagné le procès en argumentant comme des hommes de lettres, c'est-à-dire en argumentant sur la nécessité de la science, sur la confiance dans les savants, sur la nécessité d'aller de l'avant, sur la peur du ridicule devant une affaire qui suscitait les regards de toute la France et de toute l'Europe. Il fallait donc sauver l'honneur de l'Artois, sauver l'honneur de la magistrature et autoriser le progrès technique en Artois. Et avec cette plaidoirie, Robespierre l'a emporté, et il y a donc eu là un premier succès qui lui a permis d'entrer à l'Académie d'Arras, qui lui a permis d'exercer des responsabilités dans cette académie et d'être reconnu déjà comme un homme de lettres. C'est ainsi qu'il se qualifie parfois, un homme de lettres, dans ces années 1783-1784. En 1784, une autre affaire connue